s'assoit par terre. C'est mieux là, non? Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux faire le... Bonsoir pourri. J'ai des copains dans la salle, ça c'est pas mal. Bon bah écoutez, merci d'être venus, c'est très impressionnant, là vous êtes très nombreux. On dirait carrément jury de concours au plateau de Saclay, je sais pas si ça vous est arrivé. Du coup je remercie déjà Miss.tv, qui sont des jeunes de grande qualité qui vont rediffuser la soirée en live stream sur les internets. Et ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir le retransmettre un peu partout, parce que à l'heure où les procédures d'inventer se multiplient, la boîte de Pandore est ouverte, et on a envie que ça ne reste pas un sujet parisiano-parisien. Donc du coup, moi je suis Yann Legris, je suis un architecte indépendant, membre d'un groupement qui s'appelle la COPRA, Collective Practice. Et cette soirée, c'est la soirée qui vient conclure d'une séquence d'un appel à projet parodique qui s'appelle Réinventer pourri, qui est une parodie donc, de Réinventer Paris, vous l'aurez deviné, lancée en 2015 par la mairie de Paris. Et du coup, il ne faut pas être déçu, là ce soir, moi ce que je vais faire, c'est pas un stand-up parce que c'est pas mon métier. Je vais pas faire non plus un discours de politique générale. En fait, ce soir, on va prendre le risque du débat, la confrontation d'idées. Et donc, on va vous proposer pendant une heure un débat avec des intervenants qui sont aussi de très grande qualité. Je crois que déjà de très grande qualité tout à l'heure. On va faire ça pendant une heure. Il y aura peut-être une petite demi-heure de questions dans la salle. Et ensuite, on fera la remise des prix des lauréats, parce que c'est un vrai concours. Vous avez les planches derrière pour ceux qui arrivent un peu tard. Et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Et ensuite, ça lancera la soirée. Il y a les CAG qui sont des CAG sous le système, je ne les vois plus, les DJ qui sont là, voilà, qui animeront la toute dernière partie de soirée, qui sont un peu plus. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont préparé. Donc, Réinventer pourri, pourquoi? En fait, ça part d'un constat et plutôt d'un regret. C'est-à-dire que. On a vu que le débat était captif d'un côté sur les procédures inventées, le débat était captif d'un côté par une version idyllique, panégyrique, relayée par les médias, et de l'autre, on sentait qu'il y avait un malaise chez les architectes, chez les paysagistes, chez toutes les équipes de maîtrise d'œuvre qui ne pouvaient pas s'exprimer publiquement au risque de s'exposer commercialement. Et donc en fait, toutes ces équipes de maîtrise d'œuvre préfèrent laisser les instances relayer leur malaise, ce qui apparaît alors en trompe-l'œil comme une défense de la profession. Et donc nous, on trouve que les procédures inventées, elles
pose plein de questions qui vont au-delà de la simple défense de la profession. Par exemple, ça pose la question du rôle de la puissance publique dans la construction de la ville de demain. Ça pose aussi des questions sur la place centrale que prend le concept d'innovation dans la société en général, mais aussi dans le domaine du bâtiment. Parce que pour mémoire, le bâtiment, il ne échappera pas que c'est le seul domaine du design où on livre le prototype. Il y a d'autres choses qui nous interrogent. Par exemple, pourquoi est-ce que quand la mairie de Paris organise un concours, on nous demande sur tout le secteur privé un APD++, alors que quand on voit le square Trujillo, réinventer les places, etc., tout ce qui est fait en interne dans la mairie de Paris, pourquoi est-ce qu'on se contente d'une esquisse moins, pour le dire gentiment. Et donc voilà, tout ça aussi est enrobé d'une novlangue, nous on a tendance à appeler le wishful thinking. Alors le wishful thinking, en plus avec l'accent du sud-ouest, c'est pas très compréhensible, mais le wishful thinking, du coup, c'est la pensée magique. C'est par exemple, quand vous baissez les APL de 5 euros, vous demandez aussi aux propriétaires de baisser les loyers 5 euros. Ça, c'est de la pensée magique. Soit c'est un optimisme BA, soit c'est très cynique. Donc ça, on ne sait pas trancher. Donc c'est pour ça que quand on a vu qu'il y avait le lancement de Réinventer Paris 2 en avril dernier, c'était autant de questions qui restaient sans réponse, et donc on a décidé de profiter de l'annonce de rampement de la communication de Réinventer Paris 2 pour faire ce qu'on appelait la troll de guerre, parce que le troll c'est la communication du pauvre finalement. Donc on y est allé un peu fort, on a fait des blagues très potaches, etc., pour faire entendre, si vous voulez, une petite voix un peu discordante dans ce paysage d'amour, de fraîche et d'agriculture urbaine. Donc je crois que le pari est réussi, enfin là, je crois que là c'est éloquent, vous êtes très nombreux ce soir sur un sujet qui est quand même un peu technique, hein, je veux l'avouer. Et donc je vous remercie d'être venus, et ça a pris une dimension, sur laquelle on compte prospérer un petit peu, et c'est pour ça qu'on a essayé d'organiser, de sortir de la polémique qui serait restée stérile, et d'organiser un vrai débat. Et là j'ai des intervenants qui s'ennuient, donc je vais vous présenter. Donc là c'est un cadre évidemment un peu bon enfant, pour essayer de sortir des relations commerciales qu'on a tendance à avoir dans les débats sur ce type de procédure. Alors, je vais présenter en premier Eric Escambe, qui est directeur de l'innovation d'Alto-Ingénierie, qui a accepté l'invitation. Donc, Eric Escambe, c'est le directeur de l'innovation d'Alto-Ingénierie, qui est un des meilleurs bureaux d'études de France, voire du monde. Je le dis d'autant plus objectivement que ma copine y travaille, du coup je le dis. On a aussi Frédéric Bonnet avec nous, qui est grand prix d'urbanisme quand même. Comme c'est moi qui ai fait les équipes, je ne me suis pas emmerdé. Voilà, j'ai fait une peinture. Ensuite, on avait, jusqu'à hier soir, on avait Jean-Louis Missica. Il a mal au dos. Alors, on leur avait proposé de tout annuler s'ils nous filaient un projet de tour à la Défense. Alors, ils l'ont pas fait, donc ça, dans le a quand même un peu de courage. Et donc ils ont accepté de prendre le risque de venir débattre avec nous, ce qui n'est pas facile parce qu'on a quand même tapé un peu fort. Donc j'ai juré sur la tête de mes associés que c'était pas un piège et que ça se passerait bien. Donc je compte sur vous. Et finalement, pour faire les choses bien, pour pas que ça ressemble à une kermesse de fin d'année, parce que moi je suis architecte, je suis pas journaliste, on a demandé de l'aide à Catherine Sabat, qui a eu en même temps la gentillesse et l'humour d'accepter notre invitation à animer cette table ronde. Et donc on a décidé de l'appeler Catherine Sympa. Voilà. Marion, du coup on n'a pas Jean-Louis Missica, mais on a topo du coup. Je suis désolé, on a Marion Valère qui est en charge, mais je pense qu'elle se présentera mieux que moi, en charge au cabinet de Jean-Louis Missica de toutes les procédures inventées. C'est ça. Marion Valère. Bonsoir. Donc moi je suis journaliste aux Échos, donc je suis le gage de sérieux apparemment de cette manifestation, une grosse responsabilité de cette provoque, de cette grosse blague qui finalement est la bonne occasion d'ouvrir un débat. Et je voulais juste dire qu'on a eu un mal fou à réunir des participants, donc merci d'autant plus à ceux qui sont là, parce que
Les promoteurs, ils étaient tous occupés, je ne sais pas ce qu'ils font, mais... Et les architectes n'étaient pas tellement plus courageux parce que ils avaient des séminaires, des jurys de réinventer, donc c'était pas vraiment le moment de venir. Voilà. Pourtant, c'est vraiment le moment, je pense, de s'interroger sur ces procédures qui fleurissent partout et qui ne sont pas évaluées, en tout cas pour l'instant. Que ceux qui ont gagné défendent, que ceux qui ont perdu critiquent vivement. Et puis, pour lesquels finalement tout le monde plonge, parce que la commande, c'est en train de devenir ça. Donc c'est des concours qui courent après l'innovation. Est-ce que l'innovation c'est le progrès? On ne sait pas. Parce que par exemple, concentrer toutes les fonctions dans un immeuble, faire du coworking, du co-living, du co-planting, du co... je sais pas quoi, ça revient à cocher toutes les cases. Et donc voilà, merci aux courageux qui sont là ce soir. Et puis on compte sur vous après peut-être pour poser des questions. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a 4 grands concours qui ont été ou sont organisés sur ce modèle. Beaucoup de sites, beaucoup d'élus, beaucoup d'architectes. Donc Réinventer Paris 1, 2, Réinventer la Seine et Réinventer la métropole. Il y a Réinventer les places, pardon. Et puis le premier a été lancé il y a 3 ans. Moi, je me souviens, c'était au pavillon de l'Arsenal en novembre 2014. Et Marion nous dira, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un chantier qui est démarré. En tout cas, il y a des permis qui sont déposés, oui, obtenus, je ne sais pas, mais aussi, bon, démarré, pas tout à fait, je crois. Voilà, donc, alors, je ne refais pas les présentations parce qu'elles ont été faites. Je voulais commencer par essayer de savoir ce que c'est que l'innovation en architecture. Je crois que c'est Nouvelle qui dit que l'architecture, c'est la pétrification d'une culture à un moment donné. Bon, Nouvelle, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais c'est pas grave, je trouve que c'est une bonne définition. Et pour caractériser ce moment, si je vous lis la réponse d'un lauréat, je ne vous dirai pas qui ni à quel concours, je vous lis par exemple le programme, donc un lieu de création, d'exposition, de rencontres, d'échanges, d'inspiration et de divertissement ouvert à tous et à la disposition de tous les acteurs de la scène urbaine. La majorité des activités sont en accès libre et gratuit. Ou alors, le bâtiment flottant développé en 3 niveaux propose un espace d'exposition temporaire avec des ateliers d'artistes et un bassin accueillant l'eau de la Seine, un espace d'exposition permanent, une bibliothèque, un bar, un lieu d'accueil, blablabla. Bon, bref. Donc, en fait, il y a beaucoup de réponses qui ressemblent à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans, mais ça pose quand même quelques questions. Donc, en fait, Marion, je vais commencer par vous. Alors, il faut que vous preniez le micro. Qu'est-ce qui a pris à la ville, à un moment, de vouloir absolument mettre de l'innovation partout? Et en fait, d'appeler ça de l'innovation, parce que dans ce qui était attendu, il me semble, et dans ce qui a été répondu, apporté comme réponse, on retrouve des utopies qui ont existé, par exemple, dans les années 70, qui n'ont pas fonctionné pour des questions notamment de gestion, et que là, on recélèbre à qui va en disant « Waouh, c'est génial, on a tout réinventé ». Alors, c'était quoi l'idée au départ? Bonsoir. Déjà, je suis ravie d'être là. Effectivement, Jean-Louis Messica voulait venir à la base, mais il a le dos bloqué, c'est une réalité, c'est pas une fausse excuse. Et donc, on se réjouit de ce concours qui est un des bébés de Réinventer Paris. C'est bien, la parodie, c'est une preuve de succès aussi, donc on en est très content. Pour revenir un peu aux bases de Réinventer Paris, effectivement, pourquoi l'innovation? Pourquoi d'un coup on ne parle que de ça? Alors, il faut savoir que Jean-Louis Messica auparavant était adjoint à l'innovation, aux startups et à l'enseignement supérieur. Et donc quand il est arrivé à ce poste d'adjoint à l'urbanisme et l'architecture, il était un peu novice dans ce domaine, tout comme plusieurs membres de son cabinet. Et donc il a été assez frappé en fait de plusieurs choses dans le monde de l'immobilier et de l'architecture, et nous avec. On peut dire que chaque bâtiment est un prototype. Après, le fait est que l'industrie de la construction et de l'immobilier est une des industries qui investit le moins dans la R&D. C'est même si vous regardez des tableaux, dans toutes les industries, c'est même en dessous de l'agriculture. C'est un des derniers secteurs. Donc ça pose quand même question. Et en fait, voilà, au cours des rencontres, nous on a eu l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose, que c'était toujours les mêmes recettes qui nous étaient servies. Et donc on s'est dit comment faire bouger ça, comment d'une part amener des idées nouvelles et d'autre part favoriser les rencontres.
Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de base. Et pour mettre en application cette idée, on s'est demandé quel était le meilleur outil, parce qu'une ville a plein d'outils à sa disposition. Et il y a l'outil de la commande publique, et puis il y a l'outil de la cession de terrain. Et il faut toujours se rappeler, je pense, qu'est-ce qu'il y avait avant Réinventer Paris, parce qu'on a entendu parfois des amalgames entre Réinventer Paris et la commande publique, comme quoi Réinventer Paris remplacerait la commande publique. C'est pas du tout le cas. Ce qu'il y avait avant Réinventer Paris, et ce qui se passe encore dans plein de villes en France et dans le monde, c'est la vente aux enchères. C'est-à-dire qu'une ville comme la ville de Paris, chaque année, elle achète beaucoup de terrains, elle en vend d'autres. Et elle les vendait aux enchères, donc elle définissait un programme très vague. Elle vendait à un promoteur qui proposait le meilleur prix, et puis ensuite le promoteur allait chercher un architecte. Sauf qu'il y a quand même des villes aujourd'hui qui mettent des prix imposés au terrain. Ça ne les empêche pas de les vendre, mais ils ne vendent plus aux enchères. Ça, c'est aussi un peu passé. Alors absolument, c'est en train d'évoluer, mais le fait est que la plupart des terrains sont toujours vendus aux enchères, et puis en tout cas, nous, c'était notre situation en France. À Paris, pardon. Et du coup, on a voulu changer ça et on s'est dit, plutôt que de le vendre plus offrant, on va le vendre plus innovant. Ce qui n'était pas évident à faire, mais en fait, on s'est rendu compte que ce levier de la vente de foncier, c'est celui qui nous laissait la plus grande liberté, en fait, dans la définition d'un cahier des charges, puisque dans les marchés publics, c'était beaucoup plus contraint. Et là, on s'est dit, c'est le bon terrain pour inventer une nouvelle procédure et pour essayer qu'il y ait plus d'investissement dans la R&D, parce que ces concours, même s'ils ne sont pas gagnés, il y a de l'investissement dans la R&D, et d'essayer de favoriser des nouvelles rencontres, et ce qui, je crois, a été le cas via Réinventer Paris, puisque moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent qu'ils ont rencontré tel architecte, telle start-up, tel opérateur grâce à Réinventer Paris. Donc je pense que on ne peut pas l'enlever à ce concours. Non, bien sûr. Je pense que ça a été beaucoup reconnaissent Mathieu qui critique que ça a été une grande bouffée d'air, un grand changement. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Eric Escande, sur l'innovation technique maintenant, parce que est-ce qu'il y en a souvent et dans ces concours, est-ce qu'il y avait moyen d'en faire, sachant que quand on rend un concours dit innovant, on propose des choses dont on ne sait pas finalement si elles vont être possibles à réaliser. C'est ça. Et alors, est-ce que ça a changé votre manière de travailler? Comment vous avez répondu? Parce que vous, alors je précise, vous en avez fait 7. Oui, c'est ça. Vous en avez gagné un, Morland, voilà. Et après vous êtes barré. Et après, c'est ça. Mais pour des questions qui n'ont rien à voir avec l'innovation, c'est juste à un moment donné, dans certaines équipes, on se dit qu'il vaut mieux que ce soit nous qui fasse, et puis on n'est pas fâché ni avec le promoteur, ni avec la ville, ni voilà, mais c'est très bien. Après, et d'ailleurs, on a continué, puisque sur Réinventer la scène, on a continué, puis on a été lauréat sur Réinventer sur l'usine des eaux hybrides, avec Jolie Loiret, les petits relais qui vont chou. Et puis, on est sur 6 ou 7 projets en jury en ce moment sur l'IMGP. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Non, du coup, par rapport à la technique, moi déjà, j'entends sur l'introduction que il y a eu, je pense qu'il y a eu un engouement extraordinaire avec ces Réinventer Paris. Nous, on a eu des projets qui, en parallèle de Réinventer Paris, se sont arrêtés et où les maîtres d'ouvrage nous ont dit attendez, mais mon projet, en fait, il est innovant ou il n'est pas innovant? Et puis, quand on voit tous les petits bébés, vous avez parlé des Réinventer Paris 1, 2, Réinventer la Seine, IMGP, il y a aussi Chalon, Valence, et tous les concours il y a plein de cahiers des charges qui on sent vraiment une inspiration et, chers amis, il faut se préparer, on va en avoir pas mal, je pense, des cahiers des charges qui vont évoluer vers ce type-là. Je pense que ça a donné, un véritable coup de fouet. Ça a changé aussi la composition de la table de maîtrise d'œuvre avec des startups, effectivement. Du coup, qui interrogeait un peu la place des bureaux d'études. Tiens, une start-up qui propose de l'électricité, tiens, une start-up qui mince, mais c'est notre métier. Mais je pense que c'est assez positif, au sens où ça va forcément faire un peu bouger les lignes. Et puis finalement, les bureaux d'études portent en game, il en faudra toujours, même que des fois ils interrogent la start-up et puis disent que finalement le truc c'est peut-être encore un peu à faire progresser avant de le proposer. Donc je pense que chacun
chacun a vraiment sa place et que cela peut bouger. Ensuite, vis-à-vis de l'innovation technique, intrinsèquement, on reste quand même sur, alors certes, Yann, tu disais APD++, bon, ça reste quand même un concours, quoi. Donc on ne peut pas un APD++ en concours, même si c'est demandé. Et je pense que c'est toute la difficulté de ce genre d'appel d'offres, c'est il faut innover, mais on nous demande un engagement sur l'innovation, sur esquisse. Ça veut dire qu'il faut innover sur des solutions qu'on n'a pas étudiées. Et c'est là où, quand il faut rédiger le protocole d'innovation sur les engagements, eh ben, on commence à faire un peu de littérature. Parce que soit on va essayer d'enrober un truc dont on est bien sûr, mais on va dire ah c'est une innovation, on va faire du plus c'est moins, c'est génial, vous allez voir. Bon, en fait tout le monde en fait, mais on dit que c'est génial, du coup peut-être que ça va être gagnant parce qu'un concours il faut quand même le gagner, quoi. Donc, mais il y a tout ça. Ou alors on va prendre un peu plus de risques et puis on va dire bon ben voilà, on va proposer de la trigénération, mais ça c'est très peu fait en milieu urbain, ça c'est même pas du tout fait et c'est même pas encore étudié et il faut s'engager dessus. Et du coup, là, il faut essayer d'expliquer ça, et finalement, c'est un art, et je pense que ça a une possibilité, mais finalement, je crois qu'il y a un apprentissage aussi dans la transparence et la clarté sur ces protocoles d'innovation à rédiger, et je sais que sur les différents réinventés, finalement, on a aussi gagner en habitude et en clarté sur nos engagements, en disant ça, on va s'engager à faire les études. Parce que la réalisation, on ne sait pas finalement si c'est super bien que ça. Voilà. Et sinon, travailler avec 25 startups autour de la table, c'est faisable. Enfin, je veux dire, on arrive à produire quelque chose quand même, on a les startups avec nous juste pour dire on les a avec nous. Il y a tout ça, on apprend en fait. Hein. C'est-à-dire que... et le maître d'ouvrage aussi, après. Et le maître d'ouvrage, la commande publique, tout ça. Donc, c'est pas évident. Enfin, j'étais encore sur un concours gagné qui n'est pas réinventé, mais il y avait aussi plein de startups. Première réunion des marges de projet, j'interroge, alors startup, qu'est-ce qu'elle propose techniquement? L'ouvrage, je ne sais pas très bien en fait, je dis parce que combien ça coûte, et puis en exploitation, combien ça coûte? Je ne sais pas très bien, mais ça touche l'exploitation, donc vous avez l'exploitant? Non. Et puis, vous savez qu'on est sur le logement quand même, en exploitation, il n'y a pas trop de... Bon, et puis en fait, on ne sait pas du tout comment en fait gérer ça. Donc on dit, ça serait peut-être pas mal que vous discutiez avec elle pour voir un peu comment on les intègre au projet. Donc tout ça, c'est des startups qui ont des fois des idées vraiment super, mais qu'il faut apprendre à intégrer. Et voilà, ça. Merci. Alors, Frédéric Baudet, vous réinventez quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout mis un pied dans ces procédures-là et je crois que vous n'avez pas l'intention de le faire. Dans la commande publique classique, est-ce qu'il y a moyen d'innover? Non. D'une part, oui, parce que je pense que historiquement, la commande publique, on sait par exemple que le logement social a une qualité beaucoup plus élevée depuis toujours que la production privée, comme par hasard, et une grande part en fait de l'innovation a été portée justement par l'effort fait par les politiques publiques en termes de logements sociaux. Donc ça c'est une première chose. Moi j'ai jamais effectivement présenté de candidature sous aucune forme que ce soit, pour toute une série de raisons que je peux brièvement, parce que je trouve je suis très content d'être là, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un débat en plus assez serein et un peu sur cette question. Pour plein de raisons. Premièrement, moi je pense que Paris a une question de transparence, d'exposé politique de la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui il y a un déficit. On croit que parce que c'est un peu laborieux de parler d'économie, de parler d'argent et tout ça, il vaut mieux parler de choses qui brillent, de choses un peu dynamiques comme ça, et pas parler du fond des choses. Parler d'une ville très riche, qui concentre une grande partie des richesses nationales, où les revenus sont parmi les plus élevés de France, et extrêmement attractif pour les investisseurs, donc il n'y a pas besoin de plan com pour être attractif. Vous n'avez pas besoin à Paris de faire un plan com pour avoir des investisseurs qui sont à votre porte. Donc déjà, c'est une situation particulière. C'est une situation particulière et je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté, j'allais dire au départ,
à se dire qu'on va, comme s'il y avait besoin de dynamiser un peu le marché parisien. Alors qu'en fait, on a tous les outils, vu la tension extrême du marché, on a tous les outils pour fixer le maximum de contraintes. Et on a aussi des coûts qui sont les plus élevés de France, c'est-à-dire qu'on construit à Paris avec des sommes qui sont absolument vertigineuses. Du logement ordinaire se construit à Paris avec 2 fois, 3 fois parfois le budget de ce qu'on a en région dans du logement où on essaye par ailleurs d'atteindre un certain niveau de qualité. Et donc on est en position de force, la collectivité est dans une position de force absolument. Alors évidemment c'est difficile, et là quand je dis ça c'est pas une critique, hein. Moi par ailleurs je peux dire plein de choses positives sur la politique en termes de logement social de Paris, la politique en termes de déplacement du maire de Paris, je suis là-dessus, je m'exprime publiquement dessus, aucun souci par rapport à ça. Mais je trouve qu'il y a un déficit de transparence, de dire en fait quelles sont les choses. Alors les grands voisins, ok c'est hyper innovant sur le processus, mais ce qu'on dit moins c'est que le terrain il a été acheté 92 millions d'euros. En fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sommes absolument vertigineuses et que en fait c'est parce que la ville de Paris est une ville riche, et parce que les valeurs foncières sont élevées, et ça c'est bien de parler de ça aussi, et comme par hasard, les effets de communication font un peu oublier les gros sujets, et ce que ça coûte à la collectivité, les enjeux en fait pour les promoteurs privés, etc. Résultat, dans la première version, ça s'améliore, parce qu'on a des acteurs, effectivement, on commence à faire bouger l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. Quand REI gagne le dernier sur Réinventer la Seine, donc des promoteurs d'un type un peu nouveau, un peu différent, qui est un peu plus engagé, qui arrivent, et que tout d'un coup c'est plus sur GPROM, que j'ai dit, qui par ailleurs sont intéressants. Il y a des très gros qui n'ont rien gagné du tout et qui ont été les premiers surpris. C'est vrai. Et il y a eu une sorte de, dans le premier concours, on va dire dans la première série, moi je connaissais plein de gens, de jeunes, qui ont fait un travail absolument énorme de fond, hein. Là justement d'inventivité en termes de... Et puis, qui étaient tous extrêmement déçus. On avait eu un débat avec Jean-Louis Sica, avec les AJAP qui étaient là, qui n'ont jamais été pris dans tous les cas dans les premières. Et puis on avait une chose très conventionnelle, c'est-à-dire dans la version Business as usual, on avait 2 projets gagnés par Jean-Jacques Horry, en fait, qui quand même, enfin je veux dire, en fait, il satisfait sans doute ses clients, je ne veux pas dire ici du mal d'un confrère, mais néanmoins, on va dire que ce n'est pas le fer de lance de l'invention et de l'innovation. Et puis, avec par ailleurs des investisseurs qui étaient quand même du lourd, on sentait que les garanties financières étaient un critère assez important. Et puis on avait Chipperfield, contre qui il n'y a rien à dire. Tout le monde, Chipperfield, c'est un architecte extraordinaire. On prend comme lauréat sur un site emblématique, il n'y a aucune prise de risque. Et donc c'était très conventionnel. Donc il y avait à la fois un discours extrêmement comme ça, poussé, et puis à la fin on se retrouve avec quelque chose où finalement, alors ça commence peut-être à faire bouger les lignes, ok, mais bon. Et après, ce qui moi me perturbait, c'était aussi sur le fond, c'est aussi un débat qui est très actuel dans la politique aujourd'hui. Il y a des acteurs privés. La ville est faite par des acteurs privés, depuis toujours, en fait. Au Moyen-Âge, c'était déjà comme ça. Donc, c'est pas une surprise. Et après, la ville est plus ou moins bien faite. Ça dépend de la qualité des acteurs privés, et ça dépend aussi du rapport avec la puissance publique, c'est-à-dire de la manière dont la puissance publique exprime son projet. Et moi, il me semblait, là encore, que la ville de Paris avait les moyens d'exprimer un projet beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, comme elle le fait en termes de déplacement aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire, nous, collectivité, voilà, c'est l'intérêt général, on défend cette idée. Et on fixe un certain nombre de conditions. Et effectivement, après les acteurs privés, mais de laisser penser que, en fait, quelque part, on peut s'effacer en tant que collectivité devant, en se reposant sur la créativité, enfin, en se reposant uniquement sur la créativité supposée, en fait, d'associations de monde de la société civile, de milieu économique, je trouve que ça n'est pas suffisant, d'autant plus que ce que j'ai dit en préambule, en fait, la ville de Paris a vraiment les moyens de donner des cadres. Et ça, je trouve, c'est très gênant, surtout quand on travaille ailleurs qu'à Paris et qu'on voit qu'il y a des collectivités qui ont beaucoup de difficultés. Réinventer Paris, ça a été aussi dépassé par son succès que Réinventer Paris. Est-ce que dans ces projets-là, qui ont été lancés dans un cadre où il n'y avait pas d'argent, où il n'y avait pas de commande publique, où il n'y avait pas vraiment d'avenir construit, il y a eu
des projets très innovants, et peut-être plus innovants que ceux qui, peut-être pas réalisables, mais est-ce qu'il y avait des idées qui auraient pu trouver leur place dans Réinventer Paris? En fait, il y a deux candidats qui ont essayé de mettre le périphérique dans la Seine et de mettre la Seine en périphérique. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est un projet qui est absolument fabuleux. Ça pose plein de questions sur la place du périphérique, sur la place de la Seine en Paris, et je trouve que c'est une problématique très actuelle. Non, après, en fait, ce qu'on retrouve beaucoup, et c'est un peu, ça rejoint ce que disait Eric au début, c'est qu'on retrouve quand même tout le sujet sur la novlangue. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que les gens essayent, justement, s'amusent à cocher toutes les cases, à mettre une espèce de série de mots comme ça, innovation. C'est vraiment, il suffit de rentrer dedans, c'est spectaculaire, il y a tout le lexique. Du coup, et en fait, je crois que ça, les gens, en fait, ce que tu disais, Marion, par rapport à Jean-Louis, qui était nouveau dans le domaine, en fait, il y a pas si longtemps, finalement, en fait, pour nous, j'allais dire professionnels de la profession, c'est peut-être de dire ça, surtout quand on a 30 ans, mais c'est que, en fait, tout ça, on se demande si c'est pas beaucoup de naïveté. En fait, c'est que finalement, quand on voit dans les planches de Réinventer Paris, je pense à un projet en particulier où il y a marqué espace ouvert au public, et en fait, ce sont des commerces. En fait, ça pose une question. Voilà. C'est qu'en fait, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas juste faire une espèce de coworking, c'est du bureau. Et donc, quand on voit sur la masse globale que finalement, sur quasiment la moitié, j'exagère un peu, mais tu me rectifieras, finalement, il y a quand même la moitié des parcelles qui sont vendues, qui sont rentabilisées en bureau, pour le dire simplement. Ça vaut des espaces de coworking, ça reste du bureau, même si c'est de nouvelles modalités, des choses comme ça. Je ne suis pas persuadé que les usages aient tant changé que ça en 10 ans. En fait, la manière d'habiter, la manière de travailler, il y a des choses qui changent. Mais je ne suis pas persuadé qu'on en soit à devoir tout révolutionner pour que les choses se passent bien, en fait. Donc tout simplement, nous, en fait, ce qu'on peut retrouver là-dedans, c'est qu'on a déjà du mal à faire les choses dans la règle de l'art, en fait. Donc d'innover et de pousser un peu plus loin, c'est compliqué. Et pour, enfin, je veux dire, peut-être pour une génération, parce que je pense que c'est un projet vraiment technique qui est peut-être un peu générationnel aussi, c'est un peu cette histoire de blabla qui revient sans arrêt, qui est quand même repris en boucle. Je veux dire, même le côté inventé pourri, je vois toutes mes affiches, là, il y a une espèce de truc complètement obsédant comme ça, sur une espèce de stratégie de communication, pour une qualité qui reste invérifiée. Voilà, qui reste invérifiée, qui pose Alors, oui, ok, bon, Marion, tu voulais répondre. Oui, sur la novlangue, je pense qu'on est tous d'accord, et d'ailleurs, on n'est pas débiles, j'ai envie de dire, et quand on reçoit l'énième projet qui fait du coworking et de l'agriculture urbaine... Mais pourtant, ils en font tous. Non mais justement, le projet qui pense qu'il est innovant parce qu'il y a écrit coworking et agriculture urbaine, parce qu'il coche ces cases-là, ça ne suffit pas pour gagner. Enfin, nous, on prend des projets parce qu'ils ont un vrai intérêt général. Si vous regardez les projets lauréats, en général, ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce qu'ils vont apporter réellement au quartier, réellement au public. Et puis on prend des projets où on sent que voilà, qu'il y a un supplément d'âme et que c'est pas juste cocher les cases. Et on le voit très vite, ceux qui essaient juste de cocher les cases, parce que les gens ont appris rapidement et maintenant il y en a qui ressortent toujours la même recette, effectivement, et d'ailleurs on le regrette et on le repère. Par contre, sur le fait que ça ait profité aux acteurs conventionnels, là je suis vraiment pas d'accord. Je pense que, comme l'a dit Catherine, le palmarès de Réinventer Paris 1, la plupart des grands acteurs de l'immobilier n'ont rien gagné. Et d'ailleurs, on me disait, ah là là, ça vous fait pas peur de ne pas avoir servi les gens. Et je pense que voilà, la ville de Paris a choisi les 22 meilleurs projets. Et parmi ces 22, il y avait beaucoup d'acteurs nouveaux, à la fois des architectes, des promoteurs qui étaient nouveaux sur le secteur et à qui on a fait confiance. Après, il y avait des architectes connus et des promoteurs peu connus, mais nous, on a toujours choisi le meilleur projet et ça reste notre exigence. Alors après, Paris est une ville riche, oui, mais quel est le rôle d'une ville riche qui a une attractivité? Est-ce que c'est de faire business as usual? Non, moi je pense que c'est vraiment d'avoir une force d'entraînement. Et on le voit quand la ville de Paris lance de telles démarches, ça a un grand impact et c'est notre rôle de faire bouger les lignes. Donc moi je trouve qu'au contraire, quand on a les moyens, on doit s'efforcer d'autant plus de faire bouger les lignes. Et c'est pas du tout antithétique le fait d'être une ville riche et le fait de demander au secteur privé de s'investir. Au contraire, on peut le faire, donc il faut en profiter, je pense. Et quand même, on s'est posé la question tous au début, est-ce que c'est une question d'idée, est-ce que c'est une question d'argent? Parce que
la ville, comme ça, qui lance un projet en disant... Pardon, la ville, vous m'entendez là? Bah, je peux pas parler beaucoup plus fort. Hein. Donc la ville qui lance un projet en disant « Ayez des idées, achetez-nous nos terrains, développez vos idées ». Donc ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas d'idée et qu'elle a besoin d'argent? Encore une fois, la ville de Paris, elle a une commande publique extrêmement active, hein, même plus active que lors de la dernière mandature. Toutes les semaines, on a des jurys pour des écoles, des piscines, et on ne manque pas du tout d'idées pour ces concours. Par contre, la question c'était est-ce qu'on laisse cette zone un peu vide ou quand on vend un terrain, on ne manque pas d'idées? Et la réponse est non. Quand on a la force d'attraction de la ville de Paris, on a le droit de demander des idées, de l'innovation et de l'argent partout. Et donc, on en a profité. Et après, si on avait voulu juste avoir de l'argent, ben, on aurait continué les ventes aux enchères. Donc, je pense que c'est clairement pas le cas. Mais profiter de l'intelligence collective et faire en sorte que ça soit des bons projets qui gagnent plutôt que juste l'argent qui soit le critère, pour moi, ça peut être qu'une bonne chose, quoi. Alors, la question après, c'est de savoir si c'est des bons projets qui ont gagné, mais ça, on le saura peut-être à l'usage. Mais une question pour Eric et pour Yann, c'est aussi, là c'est peut-être une manière de défendre ce genre de concours, pour vous aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est pas à l'architecte finalement de s'engager à définir un programme? Est-ce qu'il doit attendre? Alors en France, quand il y a une commande publique classique, répondre hors sujet, c'est prendre le risque de perdre. Est-ce que finalement, le fait d'avoir à élaborer le programme, c'est pas une chance formidable pour l'architecte qui peut, à l'aune de son expérience de l'espace, de ce qu'il a construit, etc., proposer quelque chose? Et de l'ingénieur, hein? C'est l'ingénieur. L'ingénieur, donc. Vis-à-vis, ça fait plusieurs fois qu'on interroge, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la puissance publique, la place publique. Il y a la question également du suivi qui est un peu sous-entendu. Et moi, c'est déjà, d'ores et déjà une invitation, une proposition, je ne sais pas quoi. Je pense que ce genre d'appel d'offres n'a de sens pour la profession que si on va au-delà de la présentation pavillon de l'Arsenal et qu'il y ait un véritable suivi et que toutes ces innovations qui nous ont mis des étoiles dans les yeux, on puisse regarder et que ça puisse vraiment être un enrichissement pour la profession de voir au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, qu'est-ce qu'il en reste. Je pense que ça c'est un travail qu'il ne faut pas négliger. Et en introduction, on parlait innovation, progrès, peinturlurage en verre ou greenwashing. Je pense que l'intelligence collective, mais oui, je suis pour. Et je pense que c'est une deuxième proposition. La mairie de Paris est un petit peu embêtée en ce moment sur le caractère international du jury. Moi, je pense que peut-être qu'on peut travailler sur la notion de popularité du jury également, parce que je pense qu'on a des vrais experts qui savent faire la différence entre l'innovation gadget qui sert à rien et puis le vrai progrès. Eh bien, c'est les usagers. Et quand on dit qu'on veut faire la co-conception et qu'on veut réinventer pour la ville, c'est aussi construire pour et avec la ville, et ça va notamment jusqu'au jury. Et l'intelligence collective, elle peut être mobilisée à ce moment-là et d'avoir des riverains qui ne sont pas forcément des associations qui nous enquiquinent, mais qui peuvent être des vrais participants au projet, parce que finalement la ville, elle est aussi construite pour eux. C'était pas ma question. C'était donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Non, parce que du coup, les jurys populaires, etc., mais l'architecte et l'ingénieur, est-ce qu'ils ne sont pas là aussi pour venir abonder un programme? Est-ce que c'est honteux de leur demander ça après? Alors, au niveau du programme technique pour l'ingénieur, je pense que, et c'est peut-être le premier point sur la puissance publique, certes, on a des idées, et puis le privé a des idées et c'est une énergie qu'on peut mobiliser. Et je pense également que la puissance publique, elle a aussi une expertise
des besoins et une orientation politique que je ne serais absolument pas choqué qu'elle vienne cadrer un petit peu plus sur certains sites, sur certains projets, de ne pas forcément ouvrir à tout va, mais de dire on croit dans la sobriété énergétique, dans la frugalité, parce que Paris est investi dans la lutte contre le réchauffement climatique, la COP21, pour ne pas dépasser le 2 degrés de plus de réchauffement climatique, et qu'à ce titre, on croit à la diminution de l'énergie grise, et qu'à ce titre, on va promouvoir les matériaux biosourcés et toute une industrie régionale qu'on veut promouvoir, et que on parlait de politique du transport, il peut y avoir une politique également d'innovation portée, mise en cohérence, et là je pense qu'il y a un axe de progrès pour la puissance publique qui peut trouver sa place. Donc oui, on peut proposer des idées. Je pense que la puissance publique aussi, parce qu'elle est là pour garantir également un développement dans un certain sens. Yann. Donc là, sur le rôle de l'architecte. Juste pour compléter, alors moi c'est vrai que sur le papier c'est une super idée de se dire l'architecte va faire le programme. Ça c'est toujours le truc, je veux dire qu'en école d'archi on a envie de se dire attends je vais faire le programme, c'est génial. Non, mais je pose la question parce qu'en France notamment, les architectes disent toujours qu'ils sont tellement cadrés par le programme qu'ils ne peuvent proposer que la couleur de la façade. Quoi. En fait, c'est tout ça, c'est plutôt dur, on a dit, en général, au coût de construction, on fait que c'est un marché très tendu, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le bâtiment en France, du coup, effectivement, en fait, j'allais dire, de demander à l'architecte de faire le programme, moi j'aimerais bien qu'il y ait des architectes dans la maîtrise d'ouvrage, ça c'est la chose, c'est que dans une maîtrise d'ouvrage, il y a une culture architecturale, voilà, ça c'est un débat qui peut être... Mais ensuite, en fait, dans les équipes de maîtrise de la relation entre le client et son architecte, on le voit d'ailleurs là, le fait qu'aucun architecte, merci Frédéric, mais que les architectes soient un peu... c'est qu'en fait le rapport de force il n'est pas forcément du côté des architectes. C'est-à-dire qu'une fois que dans un marché public, on est toujours garant de l'intérêt public. Quand l'architecte est en face du promoteur, on parle à un architecte, si c'est une boîte de 50 personnes, c'est déjà une très grosse boîte d'architectes. Je sais ce que c'est. Un promoteur, une boîte de 50 personnes, c'est un petit promoteur. C'est un promoteur moyen. Du coup, la question c'est, une fois que la puissance publique s'est dessaisie, une fois qu'elle a jugé le critère, qu'on est passé au pavillon de l'Arsenal, qu'est-ce qui reste? Quel est le rapport de force ensuite pour l'architecte pour garantir la qualité de son projet? En fait, c'est ça la vraie question. Non, mais alors après, on va en parler après sur les risques, l'évaluation, etc. Mais du coup, en fait, le truc c'est que il faut une maîtrise d'ouvrage qui prenne des risques, et je suis pas sûr que, je vais dire, au promoteur qui innove, c'est comme un architecte qui rentre dans les délais. En fait, je sais pas si, voilà, ça existe, mais c'est rare quand même. Hein. Donc du coup, le truc c'est que le promoteur il est censé faire le lien entre un client et la réalité. C'est-à-dire, lui, son objectif c'est de construire. Absolument, il faut construire, il faut sortir l'opération. Et de gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent pour assurer. Voilà, ça. Ah, mais c'est ça, son objectif, c'est ça, c'est de faire marcher sa boîte et de gagner de l'argent. Et du coup, il fait l'intermédiaire entre une banque, j'allais dire, et la réalité. Donc en fait, de lui demander de porter l'innovation, c'est rien contre les promoteurs, s'il y en a dans la salle, je vais de leur donner ma carte à la fin. Mais en fait, évidemment, je ne pense pas que ce soit l'acteur le mieux placé, très honnêtement, pour faire de l'innovation. En fait, quand on parle j'allais dire, de promoteurs comme ROI qui font des bâtiments en bois, enfin, je veux dire, il suffit de sortir de Paris tout simplement pour voir qu'il y a des bâtiments en bois, il y en a. Enfin, je veux dire, en fait, je veux dire, de quoi on parle? C'est-à-dire, on parle de bâtiments en bois. Voilà. Si l'innovation aujourd'hui, c'est faire des bâtiments en bois, alors je pense qu'on est tous d'accord pour faire de l'innovation là-dessus. Ça existe déjà, il y en a au bâtiment, si vous voulez voir, il y a une super structure bois, c'est comme Schlager et Berne. Voilà. Et du coup, le fait que les architectes doivent faire leur programme, à mon avis, il faut surtout qu'il y ait des programmes solides, des choses qui sont consistantes, et ensuite on peut discuter. C'est toujours un rapport de force entre un client et un architecte, et c'est dans le dialogue, pour moi, que le projet se crée. Voilà, c'est un peu... Alors, si vous voulez ajouter un mot là-dessus, puis après j'ai d'autres questions pour vous. En fait, moi il me semble qu'on peut, en fait, des sortes de devoirs des collectivités publiques, mais qui, depuis longtemps, en fait, sur cette histoire d'innovation, j'allais dire ordinaire, et y compris d'ailleurs en faisant gagner des projets qui dérogent au programme, y compris à Paris, en dehors des procédures réglementées Paris. Je pense au programme, par exemple, qui est assez connu, je me permets de citer, du gymnase et des logements sociaux de la rue des Haies, fait par toi il y a déjà une dizaine d'années,
qui en fait avait été contradictoire avec le cahier des charges du programme, qui avait dérogé au programme, en fait, qui avait pris sur l'escalade qui avait été choisi. Donc ça c'est tout à l'honneur en fait de notre maître d'ouvrage, je pense que c'est la science, à un moment donné de dire on prend le risque, ok, on déroge. Et ça c'est un peu, moi je trouve, l'ordinaire de notre métier, en fait, qui de toute façon, et je souscris tout à dire, parce que j'allais dire, ce qui m'énerve, ce qui me gêne beaucoup, parce que ça fait sourire de l'étranger, ça me gêne, moi, en tant qu'habitant de Paris et amoureux de Paris, que mes collègues, j'ai enseigné en Suisse, que mes collègues en Suisse sourient, par exemple, quand je les rencontre, en disant oui, réinventer Paris, ah oui, réinventer Paris, on fait des tours en bois. Ah oui, nous, ça fait 15 ans qu'on les fait. En gros, il y a un petit côté, et ça, c'est le défaut de l'excès de communication, c'est-à-dire l'effet de l'excès com. C'est-à-dire qu'à force de dire on réinvente, on arrive à faire des projets qui sont, en fait, dérogatoires à la médiocrité de la production française, il faut le dire, mais qui n'ont rien à mentir. Parce qu'en fait, faire des tours en bois, ça se fait depuis 20 ans. Donc, moi, j'ai des collègues qui l'ont fait il y a plus de 15 ans en Suisse. Et avec des hauteurs qui sont assez importantes. Tout ça parce que le contexte de production dans un certain nombre de pays européens est beaucoup plus, comment dirais-je, interactif entre l'ingénierie, la conception et l'entreprise, beaucoup moins cadré par des normes qui quand même sont fixées aujourd'hui. Je me permets de dire, mais j'étais engagé dans la stratégie nationale pour l'architecture sur la loi 4, notamment sur la question du permis de faire avec mes collègues Marc Dorani et Paul Chemetov, sur la nécessité impérieuse de se battre collectivement et à l'échelle nationale sur de bousculer en fait les habitudes de production qui sont absolument désastreuses aujourd'hui en réalité. Donc la ville de Paris, je trouve, si elle joue son rôle en tant que capitale de ville riche, c'est très bien. Mais là encore, c'est pas quelque chose qui est complètement transparent. Moi, ce que je regrette, c'est que dans la communication de cette, on perd de l'énergie à communiquer sur des images, à communiquer sur des effets, alors qu'en fait, on est effectivement dans le vrai débat. Et ça, on en parle très peu, en fait. Et c'est pourtant le cœur du débat. Comment construire autrement aujourd'hui? Comment on pousse les majors à être innovants, alors que ça fait en fait 25 ans au moins qui amortissent les banches qu'ils ont, les banches et le ciment en fait, et un mode de construction qui n'a pas varié d'un iota quasiment depuis que moi je travaille, depuis que j'ai fait mes études, et donc il y a 25 ans. C'est vertigineux, donc que la ville de Paris participe à ça, je trouve ça extraordinaire. Mais quelque part, loupe une occasion en étant un peu légère en fait sur le processus, parce que trop dans la com et pas assez sur le fond. Et c'est pareil, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut innover, on fait de l'évaluation, on prend du temps, on travaille avec des gens y compris en reconnaissant des échecs, et on ne dit pas que mettre des arbres sur une toiture, c'est innovant, parce qu'à un moment donné, on est ridicule si on dit ça. Par contre, dire que la question de la nature en ville, c'est une vraie question, et qu'on a une intention, et qu'on va essayer d'améliorer la question et tout ça, oui, ça c'est une vraie question. Ça c'est intéressant. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut prendre du recul, il faut faire de l'évaluation, il faut avancer de manière un peu plus sérieuse. Alors certes, c'est moins rigolo, y compris que réinventer pourri. Comme ça, vous n'auriez pas pu faire réinventer pourri, s'il n'y avait pas eu réinventer Paris quand même. C'est moins rigolo, mais ça fait peut-être plus bouger les lignes, et je pense que là-dessus, on peut encore avancer beaucoup. Alors, justement, ça pose une autre question pour Marion, justement. La ville demande aux maîtres d'ouvrage privés, aux maîtres d'œuvre, à tous ceux qui faisaient partie des équipes, d'être innovants. Mais il fallait respecter le PLU. Mais il y avait des règles urbaines qui, elles, n'ont pas bougé. Alors pourquoi la ville, en recherche d'innovation, ne s'est pas elle-même mise en risque en se disant justement on va faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas se donner un objectif de moyens mais un objectif de résultat, et finalement rien n'a bougé de ce point de vue-là. C'est marrant cette impression que la ville de Paris est en retrait dans ce genre de procédure, c'est tout l'inverse. Enfin, si vous voyez les heures de travail de la direction de l'urbanisme pour écrire un règlement, alors le règlement certes il ne fait pas 500 pages et puis il en fait 50, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que je pense que tout le monde souffre aussi parfois d'un excès de normes, et nous on a voulu trouver le bon ton et laisser une liberté parce que parfois les architectes se plaignent de cela. Mais c'est un travail en fait vraiment très fin de trouver la bonne demande et d'essayer de la faire comprendre.
Et puis le travail ensuite de suivi des projets, c'est un travail gigantesque qui est en cours actuellement, et je trouve avec succès, puisqu'on a déjà 8 permis délivrés, 8 permis issus de Réinventer Paris 1 qui sont délivrés, 5 autres qui sont en cours d'instruction. Donc c'est des projets qui avancent. Et quand je dis un permis, c'est aussi un acte de vente, et dans cet acte de vente, c'est un engagement sur l'innovation. Donc ça, c'est un travail énorme qui a été fait avec des notaires et avec toute l'administration pour voir sur quoi les lauréats allaient s'engager pendant 15 ans, précisément sur l'innovation. Et là-dessus, nous, on aura un suivi rigoureux, puisque chaque année, on va aller vérifier que, bien sûr, l'affectation est respectée, mais que aussi l'innovation a été réussie, alors du moins testée, parce que les innovations ne marchent pas toutes, hein, c'est la règle. Mais on va aller vérifier que ce travail se fait. Donc c'est un travail qui est en cours. Et je vous assure que la ville est tout sauf en retrait là-dessus. Non, mais je ne disais pas qu'elle était en retrait là-dessus, je disais qu'elle était en retrait sur l'innovation qu'elle s'impose à elle-même. Alors je peux bien croire que l'ADU a trouvé des nouvelles manières de travailler, inventé des tas de trucs dans sa manière de travailler, mais dans la réglementation qui s'applique à ces projets, parce qu'ils doivent tout simplement, par exemple, respecter le PLU, ben pourquoi il n'y avait pas des possibilités de dérogation? Nous, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il est possible d'innover dans un cadre de réglementation, parce que le PLU, il est là, il existe. Et si on avait fait un concours complètement hors PLU, comme on le voit parfois avec des concours d'idées, où les gens peuvent rêver, mais où en fait les projets ne se font jamais, parce que bon, vous savez que modifier un PLU, ça prend quand même 3 ans. Nous, on a voulu prouver que l'innovation était possible dans un cadre réglementaire qui existe. Et pour moi, l'innovation, c'est pas forcément modifier un PLU ou dire tout est possible. C'est de dire justement, voilà les contraintes et est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans ces contraintes. Et au final, on le sait, à Paris, il y a énormément de contraintes, même si on dit faites ce que vous voulez. Quand on additionne le PLU, le plan climat, en fait, c'est faites ce que vous voulez, mais avec tout un tas de règles. Et c'est ça qui fait de l'innovation aussi, parce que l'innovation naît de la contrainte. Et par ailleurs, la ville de Paris, elle s'est bien sûr énormément remise en cause suite à Réinventer Paris, avec tout ce qu'on a vu. Ça nous a fait changer aussi notre commande publique par ailleurs. Alors on parlait de la construction bois, certes c'est pas innovant parce qu'il y en a partout dans le monde, n'empêche que Réinventer Paris a fait exploser la construction bois à Paris et qu'avant il n'y en avait pas 36 000 des immeubles en bois. Et donc ça nous a fait réfléchir, ça nous a fait changer des choses et ça nous fait changer notamment toutes nos procédures de ZAC, puisque les ZAC qui sont en cours actuellement ou qu'on va lancer comme Saint-Vincent-de-Paul, mais même Paris-Rive-Gauche, il y a encore des consultations qui continuent. Toutes ces procédures-là ont changé depuis Réinventer Paris. Donc c'est pas que cantonné à ces grands concours sur lesquels on communique. Il y a en fait derrière tout un tas d'autres choses qui avancent sur lesquelles on communique moins, certes, et c'est dommage, mais des projets absolument géniaux qui sont en train d'émerger dans Paris-Rive-Gauche grâce à Réinventer Paris. Alors, je voulais vous reposer une question pour revenir juste à la commande publique. En fait, la France, c'était un des derniers pays où il y a une maîtrise publique aussi forte. Dans plein d'autres pays, il y a des très grands territoires qui sont pris en main, achetés par des aménageurs privés, qui développent des quartiers dans les règles imposées par la collectivité. Est-ce que ça fait de la mauvaise ville? En fait, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en Europe, moi je mettrais cette question, il y a la relation très particulière entre la finance publique et les investisseurs privés, elle est plutôt européenne. Il y a quelques exceptions, en Angleterre, quelques versions un peu différentes, mais on voit ça dans les pays du Nord, on voit ça même dans les pays, même en Espagne, pendant longtemps, maintenant il y a une crise majeure, il y avait une présence très forte des bailleurs sociaux, des collectivités, qui étaient très très présents. Barcelone, ça s'est pas fait. C'est pas un investisseur privé qui a inventé Barcelone, c'est la ville qui a amené la ville, on bosse sur la ville, on bosse de manière continue, dans la durée, etc., de manière sérieuse. Donc cette question-là, elle est très européenne. C'est effectivement quand on va au Canada, ou quand on va en Asie, ou en Angleterre, et où on est quand même, enfin l'Angleterre c'est pas pour rien, et on a un certain nombre de différences, elle est quand même européenne. Donc déjà, la France n'est pas propriétaire de ce phénomène. Après, moi, je trouve que aujourd'hui, c'est intéressant ce qui est dit. Moi, encore une fois, je trouve votre présence soit courageuse et positive, parce que ça permet de faire un vrai débat. Si on parlait entre nous, ça serait très embêtant. Il y a d'autres questions, moi, je trouve, qui posent. Par exemple, il y a une question
territoriale qui est absolument fondamentale, et qui moi me gêne beaucoup, c'est même s'il y a réinventé la métropole, et que réinventer la Seine, ça commence à peu déborder les limites, c'est la focalisation sur Paris. On en parlait tout à l'heure un peu en off, c'est-à-dire que je trouve que la vraie question aujourd'hui à Paris, c'est la région. Enfin, c'est le rapport, c'est la question, c'est le Grand Paris, on pourrait dire, mais après il y a des questions institutionnelles qui n'en finissent pas, de débats politiques qui sont toujours un peu... C'est là qu'on est très mauvais, très médiocre. Et s'il y a de la mention à faire, c'est là qu'il y a de la mention à faire, sur le rapport entre, en gros, les plus riches et les moins riches, toutes les questions, en quoi les petits publics peuvent aider, en fait. Et je trouve que la ville de Paris devrait se positionner, enfin pourrait se positionner de manière beaucoup plus volontaire, y compris dans les méthodes. Par exemple, la tour Triangle. Je prends l'exemple de la tour Triangle. On prend des architectes extraordinaires qui sont parmi les meilleurs, c'est un peu comme Chipperfield, on ne prend pas beaucoup de risques, on fait un bâtiment. Moi je trouve personnellement très intéressant qu'après il y ait un débat. Et puis finalement on fait de la concertation en 15e arrondissement, quoi. Parce que le truc il est porte de Versailles. Alors qu'en réalité cette question-là, c'est une question métropolitaine en fait. C'est une question, si on fait des monuments, il y a de l'architecture ordinaire, de l'architecture extraordinaire. L'architecture extraordinaire, elle peut exister, surtout dans une ville qui est très conservatrice, avec tous les effets pervers qu'il peut y avoir. Et là-dessus, vous êtes clair, mais j'ai rien à dire là-dessus. C'est une ville conservatrice qui a un peu vieille pierre, quoi, qui a un côté un peu... On l'a vu sur le Sana, et le débat qu'il y a eu sur Sana, moi j'ai écrit là-dessus, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Dans un endroit qui a des pires Paris, qui a été massacré en fait par les franchises et tout ça, en fait d'arriver à contester à l'architecture contemporaine le droit à l'excellence à cet endroit, c'est bien la preuve qu'il y a un côté réactionnaire dans cette ville. Donc faire de l'architecture exceptionnelle dans une ville qui le mérite, avec un certain dosage, sans doute avec moins de cacophonie qu'à Londres. À Londres, il y a des débats aujourd'hui sur plein de débats, y compris sociaux, financiers, mais notamment sur la question du caractère de la ville qui a été un peu perturbée par une approche très très libérale en fait, de la construction. Mais entre Londres et le conservatisme le plus solidifié, et Dieu sait que j'aime cette ville et sa spécificité historique, il y a quand même des ouvertures. Et c'est bien là-dessus d'être courageux. Mais encore faut-il le faire à la bonne échelle. Et je trouve que réinventer Paris, c'est exactement la question. Il y a une question... Paris a une responsabilité métropolitaine qui n'est pas lisible, en fait, dans cette procédure. Trop peu lisible. Alors que c'est l'enjeu majeur. Merci. Quelqu'un va ajouter un peu là-dessus ou... Non, alors après, je voulais passer justement, on l'a évoqué plusieurs fois, à l'évaluation et l'évaluation et l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on fait après l'expo à l'Arsenal et les livres? Vous avez dit, enfin, je voudrais que vous rappeliez juste où on en est sur réinventer la scène, à peu près un état des lieux. Et effectivement, il y a des procédures, il y a des contrats qui ont l'air assez sérieux avec des grandes études notariales qui imposent en fait aux promoteurs et aux équipes de respecter ce pourquoi ils ont gagné le droit d'acheter le terrain finalement. Est-ce que ces procédures-là, elles vont pouvoir durer dans le temps? Donc, où on en est, comme je le disais sur Inventer Paris 1, là on en est vraiment à la phase des dépenses des permis. Donc les projets, il y en a un certain nombre qui vont voir le jour avant 2020, et puis pour les plus complexes, ça sera après 2020, mais pour la grande majorité des projets, c'est vraiment en marche. Et puis il y a eu des engagements sur l'innovation, on a été très durs, très exigeants, pour que jusqu'au bout, il n'y ait pas de défection sur ce sur quoi les acteurs se sont engagés. Donc ça va très loin. Pour vous donner un exemple concret, c'est sur l'innovation et la programmation, comme je disais. Mais le programme 1000 arbres, ils ont dit qu'ils faisaient 1000 arbres, il y a écrit dans leur contrat qu'il faudra planter littéralement 1000 arbres. Alors s'il n'y en a pas 1000, ils font quoi? Et s'il n'y en a pas 1000, ils auront une pénalité financière. Donc voilà, et on sera très attentif, parce qu'on a tellement communiqué sur Inventer Paris qu'on n'a pas le droit à l'échec. Parce que moi j'ai entendu des exemples justement de pénalités qui sont absolument délirantes. C'est-à-dire par exemple si on dit que c'est une épicerie solidaire qui s'installe au rez-de-chaussée et qui permet aux locataires de payer les charges de leur immeuble, etc. et que ça ne marche pas, donc il y a un Sephora qui vient s'installer là, la moitié du chiffre d'affaires est récupérée par la ville.
Effectivement, on a écrit des choses assez pour décourager en fait des changements. Après, on est bien sûr ouvert à la discussion et donc tous ces contrats, si un porteur de projet vient nous voir et nous dit écoutez, cette innovation elle n'a pas marché, est-ce que je peux faire ça à la place? Alors pas mettre un Sephora si possible, mais bien sûr on sera ouvert à la discussion. Donc tous ces engagements ils se font sur 15 ans une fois le bâtiment construit. Donc effectivement, après il y a la question après ces 15 ans qui se pose. Et là, on est un peu dans les limites du droit parce qu'on ne peut pas demander des engagements d'innovation sur 70 ans. Donc là, je pense que de toute façon, on aura pas mal avancé et on devra inventer des nouveaux moyens de contrôler ces projets et qui continuent à vivre leur vie. Mais en tout cas, sur les 15 ans, je pense qu'on sera très très attentif. Et pour l'instant, en tout cas, de tous les projets qui ont été lauréats, on n'a pas eu de mauvaise surprise au sens un projet qui est entièrement déshabillé de toute innovation. Voilà, tous ceux qu'on a choisis ont été assez sérieux et je pense que sur Inventer la scène, ça sera la même chose. Et du coup, sur Inventer la scène, je me permets de dire qu'effectivement, c'était quand même un appel à projet métropolitain et c'était notre volonté dès notre deuxième appel à projet de montrer que tout ça devait sortir des frontières de Paris et devait aller jusqu'au Havre en l'occurrence. Parce qu'on avait la volonté que ça ne reste pas dans Paris intramuros et donc on se réjouit que la métropole ait repris le flambeau aussi parce que nous au final on a des petits terrains, hein. Quand on regarde Réinventer Paris, le total c'est un petit nombre de mètres carrés et ça ne représente pas grand chose dans la construction de bâtiments en France, hein. Et donc Inventons la métropole, typiquement c'est vraiment un changement d'échelle et on se réjouit de ça. Merci. Sur les, je ne sais pas si je dois répondre, en fait, sur ce que j'évoquais tout au début, c'est-à-dire les fausses dystopies. Donc, dans ce projet réinventé, il y avait l'idée d'avoir de l'accueil du public, des lieux un peu ouverts, etc., qui supposent une gestion très particulière que les promoteurs n'ont absolument pas l'intention de faire, c'est leur métier, eux, ils vendent et ensuite ils partent du projet. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de friche, de non-fonctionnement de ces espaces-là? Enfin, la tour Albert, il y avait un magnifique espace entre les deux bâtiments, il est fermé depuis 10 ans ou 20 ans parce que les copropriétaires n'ont jamais voulu le gérer. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Donc, pas si... Alors, pour répondre à cette question, j'essaie d'y répondre, moi j'avais suivi sur le projet notamment de Coulanges, qui n'a pas été retenu, mais où il y avait l'idée aussi d'ouvrir au public la cour. Et je pense qu'un des intérêts de cet appel d'offres, là, pour le coup, c'est qu'il y avait un sérieux, au sens où l'innovation, elle était dans le temps. Ça veut dire qu'il fallait des acteurs qui agissent dans le temps. Et notamment sur l'ouverture culturelle de la cour de Coulanges, il y avait un exploitant culturel qui était là, qui était autour de la table, qui avait proposé une programmation, qui avait proposé un site internet. Donc il y avait quand même ces acteurs-là. Après, on revient encore dans la question de la vérification et du suivi. Il faut voir maintenant effectivement si ça marche. Mais en tout cas, il y avait déjà à la phase conception des réponses qui existaient, pas sur tout le site. Quand vous signez, quand l'équipe gagne, on signe un protocole en disant on s'engage à essayer de faire ça. Voilà, et il y avait là pour le coup un nombre de programmations d'événements culturels par an qui était assez, sur l'exemple que je connais, qui avait été assez carré. Après, je résiste encore sur le fait qu'il y a eu une approche notariale assez poussée. Moi, je trouve que d'un point de vue réalisation technique et fonctionnelle, on a besoin aussi de pas simplement savoir que les contrats sont hyper bordés, ficelés, mais on a aussi besoin de savoir comment c'est vécu dans les études, comment c'est vécu dans la réalisation. Et peut-être sur un autre sujet qui m'avait fait rebondir sur la mobilisation des services de la ville. Moi, je sais que j'aurais eu besoin, il va falloir donner la parole à la salle, bientôt. J'aurais eu besoin peut-être d'avoir des soutiens sur... parce qu'il existe
des méthodologies. Dans le cadre de la loi, moi, il n'y a pas que le texte, le titre 5, la DHUP avec des procédures de bâtiment expérimental. Moi, j'ai essayé sur un projet d'essayer de faire passer des choses qui se font à l'étranger sur le réusage des eaux usées pour utiliser dans les sanitaires. C'est simple, enfin, on sait techniquement où il faut le faire, mais en France, il faut une dérogation préfectorale instruite par l'ARS. J'ai appelé 4 fois l'ARS, ils sont toujours en train de me dire qu'ils vont me répondre. Et c'était il y a 1 an et demi. Et donc je pense que là, d'un point de vue public, il y a aussi peut-être une aide qui pourrait être mobilisée pour promouvoir cette aide-là. Merci. Une dernière question sur la contagion que ces procédures peuvent avoir sur d'autres maîtres d'ouvrage. Est-ce que vous constatez ailleurs en France ou Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des villes, dont la ville de Paris d'ailleurs, qui font depuis des années des choses remarquables sans avoir la nécessité, sans exprimer la nécessité qu'elles sont dans l'exceptionnel. Et c'est pas très surprenant, moi je suis très engagé là-dessus, je pense que la question c'est comment on fait bien l'ordinaire et parfois l'exceptionnel, avec un niveau d'exigence qui est maximal et qui est un combat permanent, effectivement, parce qu'on a un certain nombre de médiocrités. Mais le danger des effets de communication comme ça, ce serait de laisser penser qu'il y a des procédures qui permettent d'atteindre un certain nombre d'objectifs et que tout le reste, en gros, c'est pas vrai. En fait, Nantes fait des choses extraordinaires. La ville de Nantes, je travaille à Nantes, font des choses extraordinaires avec une communication qui est extrêmement construite, très explicite, très transparente. Un peu laborieuse peut-être, mais très transparente. On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils ont fait, on sait où ils veulent aller, sans forcément, en fait, comment dirais-je, c'est le caractère un peu, si vous voulez, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est ce qui laisserait croire qu'il y a un peu la haute couture et puis que ailleurs, après le reste c'est très vulgaire, très médiocre. En fait, non, il n'y a pas besoin de ça. C'est pas vrai que Paris, tout d'un coup, va créer un vent de folie. Il y a des gens qui font un travail remarquable sans avoir créé pour cela de mots, de procédures, de slogans. En fait, c'est ça que je déplore, en fait, aussi beaucoup. En fait, c'est pas vrai que ce pays n'est pas que médiocrité. Il y a des choses extraordinaires ailleurs, en fait, et qui n'ont pas attendu de réinventer quoi que ce soit pour faire des choses remarquables. Et je suis désolé, en fait, de le rappeler. Et en fait, notre métier, c'est ça. Alors qu'après Paris se sent obligé tout d'un coup à se dire non, elle était tellement mauvais, ce qui n'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. Les dernières décennies à Paris, il y a eu des choses tout à fait intéressantes. Donc c'est même pas vrai qu'en fait Paris était mauvais, deviendrait excellent. C'est même pas vrai. Donc il y a un effet très gênant qui est trop dans l'air du temps, ou à un moment donné. Parce que ça finit par quoi? Ça finit par des choses où on se dissipe dans des gadgets, dans des machins qui cachent en fait les vraies innovations. En fait, je ne veux pas parler. Enfin, on est par exemple aujourd'hui mobilisé, vous avez lancé une étude sur le zéro carbone à Paris, ce qui est une aberration totale. L'étude vous l'a dit, mais c'était même l'intention de le dire. Enfin, à un moment donné, c'est à côté de la plaque, dans une ville de 2 millions d'habitants, en fait, on ne peut pas avoir. Ça se gère à d'autres niveaux. Les colonnes Maurice avec des algues, enfin avec des trucs mais absolument invraisemblables, qui dès qu'on rentre un peu, dès qu'on connaît un peu le sujet technique, en fait, sont dérisoires et qui font des pseudo-buzz et tout ça, et qui cachent à côté le vrai travail de fond, en fait, le vrai travail. Et donc moi, sur ce que je suis extrêmement critique, c'est la démarche. C'est pas forcément le résultat, les effets, la réalité des choses, etc. Et puis en plus, le caractère très arrogant de dire en fait, les autres ont compté sur nous, ils vont se mettre à réinventer. C'est pas vrai, non, ils n'ont pas attendu, ils l'ont fait. Je prends juste cet exemple de manière assez remarquable. Voilà. Merci. Juste pour finir, il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée, qui a toujours été abordée, je crois, dans tous les débats sur Réinventer Paris, c'est la question de la profession et de sa rémunération. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez ces procédures comme une sorte de repoussoir, parce que les architectes sont peu ou mal rémunérés? Ça, c'est extrêmement compliqué, parce que là, j'allais dire, c'est un problème en parallèle. C'est-à-dire que, quelque part, la mairie de Paris qui garantit que c'est la moitié des finalistes ont été rémunérés, ce qui n'est déjà pas la totalité des candidats. Il y avait 800 au départ, donc c'est les finalistes eux-mêmes. Et
ensuite, nous, on entend, nous, en fait, on s'est fait un peu le relais de ça par inventé pourri, mais on entend d'autres sur les cloches. En fait, on ne sait pas vraiment. La réalité doit se situer au milieu, comme ça. Et est-ce que c'est un repoussoir? En fait, ça, maintenant, on va le savoir avec Réinventer Paris 2, on n'est pas tout à fait dans la même situation. J'ai l'impression qu'en 2015, tout le monde avait vraiment besoin de travailler. Donc je ne sais pas si aujourd'hui on sent que ça repart parce que tous les architectes, parce que tous les architectes qui viendront, etc. Et en fait, je vais même aller un peu plus loin. Moi, quand j'ai visité Réinventer la scène, en fait, je vois presque l'essoufflement un peu de ce genre de procédure. Il n'y a plus beaucoup de noms. On n'a pas une grande qualité de rendu, je veux dire. Pas une grande qualité de. On sent que c'est un peu déjà l'épuisement. Il y a 2 ans après, mais en fait, c'est le problème de faire un truc très à la mode. C'est-à-dire que l'année d'après, on parle d'autre chose. Et en fait, finalement, je me demande si on n'est pas déjà un peu à la fin d'un cycle à réinventer et qu'il va falloir inventer un autre truc pour rebondir. On va réinventer, réinventer. Là. Et en fait, à propos d'évaluation et d'expérimentation, ah bon, moi j'allais conclure, donc si vous voulez juste ajouter un mot, mais après on va laisser la salle poser des questions. Juste sur la rémunération, parce qu'effectivement on a lu et entendu beaucoup de choses, donc je voulais en dire un mot. Effectivement, on a pu lire dans certains articles que personne n'avait été payé dans Réinventer Paris. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre téléphone et qu'on a appelé tous les finalistes de Réinventer Paris, qui étaient 75. Et le résultat, c'est que non pas la moitié, mais l'extrême majorité, quand je dis l'extrême majorité, c'est à part 2 ou 3 cas spécifiques, ont été payés par les promoteurs. Alors après, ils étaient plus ou moins satisfaits du niveau de rémunération, et ça c'est un autre sujet. Donc ça c'est une première chose. Donc en finale, tous les architectes ont été payés. Après que certains n'aient pas été payés en première phase, ça effectivement c'est très clair. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réduit en fait les phases et qu'on est passé maintenant à 2 phases, surtout sur Réinventer Paris 2, sur Réinventer la scène, etc. Pour faire en sorte que ceux qui travaillent sur la première phase, où on demande un rendu de 10 pages sans perspective, s'ils ne sont pas payés, c'est pas grave parce que c'est pas un travail énorme. Mais par contre, oh mais oui. On l'applaudit. Ouais. Par contre, tous les finalistes qui travaillent sur un projet très abouti, on demande la preuve aux mandataires qu'ils ont bien été rémunérés. Donc nous, on s'assure maintenant qu'on demande donc, des courriers qui prouvent que les architectes ont bien été rémunérés et donc on s'assure que leur travail est respecté. Merci. Alors, juste pour finir sur l'évaluation et l'expérimentation, comme Jean-Louis Messica n'était pas là, moi je lui ai demandé que chaque année, il y ait une conférence, ce sera peut-être ici, ce sera peut-être à l'Arsenal, qui fasse le point très précis sur où on en est, quels projets sont avancés, quels sont les problèmes, etc. Il a accepté, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour voir encore plus clair. Merci beaucoup et la parole est à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des promoteurs dans la salle? Il y en a qu'un, la compagnie de Falsbourg. Bonjour, c'est quoi innover? Il me semblait qu'on avait un peu répondu au début, mais apparemment pas. La question s'adresse à qui? On refait le débat en fait. Alors. C'est juste parce que des fois on a l'impression qu'on cherche absolument à innover pour innover, mais j'ai l'impression qu'on évite de se poser des questions de pourquoi, derrière la question vraiment des problématiques qu'on se pose, quels sont le sujet, quel qu'il est, les problématiques, quelles solutions on va aller chercher, et plutôt que d'essayer de réinventer des choses qui peut-être d'une part fonctionnent, peut-être d'autres pas, mais de bien clarifier la problématique, poser le problème avant de se lancer volontaire sur des projets révolutionnaires, mais qui finalement, ça rejoint ce que disait Frédéric Benoît sur le temps nécessaire pour justifier de l'innovation et
l'innovation, l'assuration de tout ça pour aboutir à quelque chose qui soit pertinent en fait. Après, c'est pas vraiment une question, hein, c'est pas besoin de répondre. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un néanmoins qui veut répondre? Je crois qu'on en a parlé. Je veux juste faire une note, c'est qu'il y a par exemple qu'on sait que c'est mieux de faire des logements traversants que de réinventer la clim. Donc ça on le sait, ça fait partie de l'héritage. Donc c'est vrai que la question est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fausses innovations, tout simplement parce qu'on a quelque part renoncé à des choses qui fonctionnent et qui font partie d'un héritage. Donc la question entre la très longue durée, l'héritage de l'histoire en fait, ce qu'on sait faire, et la nécessité d'innovation, ce rapport-là demande, encore une fois, de la mesure, du temps et du sérieux. Sinon, on parle de n'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a été hyper clair. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va passer à... Bon, mais je remercie beaucoup tous les intervenants. Je l'ai eu sur le fil, ça. Qu'est-ce qu'on va réinventer dans les prochaines années là? Et pour les prochaines réinventions, c'est quoi? Vous n'allez pas être déçus parce que figurez-vous qu'on va bientôt lancer Réinventer le monde. C'est vrai en plus. Puisque le C40, qui est l'organisation qui regroupe les plus grandes villes du monde, et dont Anne Hidalgo est la présidente, va lancer bientôt Reinventing Cities, qui est donc la déclinaison mondiale de Réinventer Paris. Et donc il y aura une quinzaine, vingtaine de villes sur tous les continents où vous pourrez vous éclater. Puisqu'on joue sur les mots, pourquoi on va réinventer? On ne pouvait pas juste inventer, c'est déjà pas mal. Et voir ce qui marche, parce qu'on n'a pas trop le temps de voir ce qui marche parfois. On se concentrer sur ce qui est vraiment efficace, ce qui apparemment définit Paris et pas l'architecture. Je pense que réinventer, ça me paraît assez prétentieux. Et ouais, vous pouvez peut-être se pencher sur la véritable invention qui se projette sur 50 ans et pas sur 12 ans. Et voir vraiment ce qui sera le futur de Paris, de la France et de l'architecture. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense qu'il y a un peu une confusion parfois entre innovation et gadget. L'innovation, c'est pas que faire des trucs à la mode, c'est pas trouver le gadget du moment. Et je pense que l'innovation, elle peut aussi être low-tech, elle peut être simple. Et dans les projets qu'on a primés, il y avait parfois des projets qui pouvaient paraître modestes, mais qui en fait se basaient parfois sur des techniques d'autrefois, parce que l'innovation, c'est aussi effectivement parfois aller chercher les solutions d'autrefois. Et donc l'innovation, c'est pas toujours le bling-bling, l'incroyable, ça peut être... voilà, J'ai pas parlé de bling-bling là. Donc je pense qu'il faut pas toujours associer l'innovation à cette chose très rapide, très mode. Je pense que l'innovation, on en a tous besoin dans tous les secteurs et heureusement qu'elle est là parfois pour nous faire avancer. On conclut. Bon, je vous remercie. Bien, on peut les applaudir. On comprend un peu les 6 mois de bêtises qu'on a mis sur Internet, je crois que c'était un peu plus sérieux, un peu plus argumenté que la production qu'on a là, et je pense que c'est bien, c'est nécessaire. Alors on va passer au moment que vous attendez tous, évidemment, puisque c'est la cérémonie de remise des prix. Le Réinventer pourri. Alors le jury était truqué, parce que en fait il n'y a que Manu et moi qui choisissent, donc on a été largement soudoyé par pas mal de concurrents. Donc en fait c'est un jury complètement pourri. Alors on peut... Ouais, c'est un peu jury.
Et on va passer au brocoli d'or, du coup, qui est quand même la récompense suprême. Le plus élevé qui est attribué à l'agence TVKK pour Build in My Graveyard, avec l'accent du sud-ouest toujours. Juste, en fait, je voudrais excuser l'agence TVKK parce qu'ils se sont bloqués le dos, du coup ils ne peuvent pas venir ce soir. Désolée. Du coup, je suis chargée de dire merci à l'organisation pour ce très bon concours et ce débat qui a été intéressant. Je récupère le brocoli à leur place et de ramener un brocoli dans le métro de Paris ce soir. Merci. La photo. La photo. Par ici. La photo. On va passer du coup au prix de la Poulie d'or du meilleur projet si elle n'avait pas rendu du coup. Alors c'est à Innov Pourri International Consulting et LTD pour Paris by Le Cap. Alors ça c'est un projet hyper angoissant, j'ai peur de les rencontrer. Normalement ils sont là. Ils étaient dans le fumoir. Il faut les appeler s'ils sont dans le fumoir. Appelez les Innov. Je les connais pas du tout. Donc là sur le coup on les a fait gagner. Voilà, ils sont peut-être pas là. Alors, ils viendront récupérer leur clé. Ils nous diront une batterie. Les talcus, est-ce qu'ils sont là du coup? Ah oui, je connais, il est bizarre. Du coup, on va passer au prix suivant. Et donc là, c'est le prix Jean-Jacques Horrible, de la meilleure parodie de nom d'architecte. Alors je crois que... Ah oui, ici, il est quand même... On a Catin et la salle. La Catin et la salle, c'est pas moi. Ce sont une équipe qui habite aux États-Unis et qui malheureusement a été retenue sur un projet réinventer la frontière. Donc ils ne peuvent pas être là ce soir. Mais ils m'ont envoyé ce texte que je vais vous lire et sur un peu leur plaisir d'avoir remporté ce prix. Ce prix est pour nous inespéré. Il aura fallu attendre ce concours pour commencer à devenir ce que nous devenons, sans être encore tout à fait ce que nous allons devenir et être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce prix est pour nous une marque d'estimation des efforts, plutôt faibles, de notre participation au concours qui court toujours. Oui, c'est une estimation de notre travail, mais si on devait estimer le prix de ce travail, alors notre prix aurait pu être davantage travaillé. Recevoir le prix Jean-Jacques Horrible, Horizon, Oricantonné, Orifice, bref. C'est avant tout, et après tout aussi, finalement, une marque de reconnaissance de l'humour pourri de pourri. Ah, pourri. Pourri et ses paysages parfois dissipés, pourri et ses groupies sur les bords de Seine, pourri qu'il ouvre ses musées à tous, pourri et sa tour à Eiffel lumineux, pourri et sa place des Vaux. Ah, pourri. Ce fut un grand plaisir d'offrir que de travailler sur les différents sites de la capitale, particulièrement sur la conception de Notre-Dame de Paris-Bas et de son long cours de tennis où les prêtres pourront désormais ramasser les balles. Mais le projet phare à paupières reste le cimetière du Père Lafarge.
et son projet participatif, Viens couler ta tombe ou celle de ta grand-mère, en famille ou entre amis. C'est un succès assuré par la MMA. Nous voudrions aussi profiter de cette occasion, pas chère mais conservée, pour rappeler le rôle essentiel des paysagistes des PLG, PLGD, GDPL ou LGBT. Après tant de combats, de compas, de coups bas et de coups AA, il est temps que les urbanistes, les architectes, avec les paysagistes, ensemble, défendent l'intérêt général dans la conception des espaces publics. Oui, car si la maîtrise d'ouvrage ne veut plus œuvrer, alors place à la maîtrise d'œuvre pour maîtriser les ouvrages. Ce sera un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humilité. Ce sont les mots de Lacata et Lassalle, péripapéticienne de l'architecture. Alors on va passer au prix suivant du coup, qui est le prix Jean-Pierre Papin. Le prix du meilleur projet remis après la deadline et qui est attribué au Daron Haussmann. Merci. Je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai préparé un petit discours. À la main. Tout d'abord, merci à Réinventer Pourri pour votre initiative qui nous permet, je crois, d'y voir plus clair sur une partie des grands enjeux d'architecture qui questionnent notre siècle. À travers le projet de l'immeuble haussmannin, que vous pouvez voir en miniature, que vous avez bien voulu primer, nous avons cherché à réinterroger la notion de densité, sujet ô combien prépondérant dans une ville comme Paris. À l'instar du petit Paris, cher à nos confrères de 2 degrés, qui ambitionnent de vider Paris pour régler le problème de la densité, nous avons préféré développer un Paris petit, ou un Paris pour les petits, visant à adapter la ville à l'homme et non l'inverse. C'est en somme réconcilier l'homme avec sa mesure, avec sa taille. Plus de 70 ans après le Modulor de Le Corbusier. L'immeuble haussmannin est un optimiseur et un catalyseur. Optimiseur premièrement car il rebat l'écart de la densité verticale, de la superposition, en proposant des hauteurs d'étage réduites à la proportion des personnes de petite taille. Et quel gain, me direz-vous? Quand un immeuble classique compte 6 niveaux environ, l'immeuble haussmannin génère une coupe habile de 11 niveaux. Et vous n'avez pas fini d'applaudir, tout en garantissant le gabarit constructible parisien. Un catalyseur, deuxièmement, optimiseur, catalyseur. Ensuite, catalyseur de belles idées, d'initiatives innovantes et modernes. Sans exhaustivité, bien sûr, je vous laisserai regarder la planche. Nous mentionnerons certains des partenaires qui nous ont rejoints dans l'aventure. Le Baby Carotte, commerce bio et miniature. Le Front de Libération des Nains de Jardin, qui prendra prochainement ses bureaux avec une capacité de stockage d'environ 7000 pièces. Des invités de marque comme Mimi Mati, je ne sais pas si elle est là ce soir, on avait dit qu'elle passerait peut-être. On la voit peut-être pas dans le côté. Qui de bout en bout a aiguillé le projet avec un seul credo, un projet pour les petits et les grands.
Et enfin, Nicolas Sarkozy, qui a vu une initiative à taille humaine. À tous, nous voulons dire merci. Je vais conclure. Une innovation n'arrivant jamais seule, nous avons d'ores et déjà le plaisir ce soir de vous annoncer, en avant-première, que notre projet va faire des petits. Et que nous avons déjà été approchés par de nouveaux partenaires. Création d'un bar à nains dans le 19e arrondissement, d'une infirmerie, mais aussi du centre audiovisuel Roger Hanin et de la fondation Gérald Darmanin, lorsque bien sûr il aura été levé de ses fonctions. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas pour le cumul des mandats, donc Gérald viendra. Bref, vivement réinventer Pourri 2. Merci Laurent. Du coup, on va passer au Grand Prix de l'amitié Missy Daniel, parce qu'une amitié, c'est quand même quelque chose qui compte dans la vie. Et du coup, on a tenu à remettre un super pote, et en fait, on l'a même remis à notre associé, du coup, qui a attribué, alors il a, ouais, là on paye ton cul, ce poste là, pour Smart Monument. Bravo. J'ai quand même prévu la cravate poireau, ça devrait être un accessoire essentiel à tous ceux qui reçoivent des prix des Oscars, parce que ça va me permettre de pleurer et de faire l'émotion. Ça va me permettre de pleurer et de faire de l'émotion, en fait, c'est une petite cravate. Bon, c'est la première fois que je reçois un prix, j'ai pas trop l'habitude. C'est aussi la première fois que mes potes organisent un concours. Moi, je pensais avoir le premier prix, mais à mon avis, ils ont dû se dire que ça allait être louche et ils m'ont donné ce petit prix de consolation, malgré un projet. Ah oui, malgré l'image par d'elle-même. Non, en fait, l'innovation, c'est quand même important. Et moi j'ai cherché à innover pour aller chercher du mètre carré pour les promoteurs, là où on pensait jamais pouvoir en trouver. Une église, c'est quand même pas mal de hauteur sous plafond, c'est pas mal de surface. Vous imaginez toutes ces chapes de bureau pour les startups, c'est assez incroyable. Et on s'imagine assez bien Google pour pouvoir s'installer là-dedans, revendre son électricité à EDF en mettant une éolienne sur un clocher. Enfin, c'est tout ce potentiel, c'est génial. Je ne sais pas comment finir, mais merci d'être tous venus. En fait, là, maintenant, je parle en tant qu'organisateur. C'est louche. Merci à Yann du jury. Il est tout seul en plus, c'est là où on est dystopique, c'est qu'en plus, c'est une dictature, c'est un seul truc qui choisit. Et voilà, et merci d'être tous là. Bonne soirée pour la suite. Tranquillement au dernier prix. Alors voilà, celui-là est très particulier. Parce que c'est le prix du rendu 2.0. Alors je ne sais pas si vous avez vu la planche qui est attribuée à Fast and Furious pour Make Our Sidewalks Great Again. C'est pas sympa de mettre de l'anglais à chaque fois. Alors voilà, je dois dire qu'il y a un responsable de Cogedim Sud-Ouest qui a travaillé sur ce projet. Voilà. Alors je ne sais pas si... Oui. Je n'assume absolument pas la qualité de ce rendu, je me fais juste la porte-parole impromptue en ce jour. Donc on m'a missionné pour un petit discours qui sera très rapide. Donc en tant que porte-parole de l'équipe Fast and Furious. Voilà. J'ai déjà mon discours.
Tout d'abord, nous souhaitons commencer par remercier les organisateurs du fabuleux concours. Ce qui nous a porté, c'était vraiment de montrer que depuis le mois de mai 2017, la France avait changé et était rentrée dans une nouvelle ère. Fini les projets socialement responsables. Bonjour les projets du quotidien. Le quotidien, quand on est start-up, c'est la rapidité. La bourse aujourd'hui, c'est le micro-banking. Nous voulions un pari à cette image, un pari qui va vite, un pari en marche, un pari qui bouge, un pari en mouvement. Fini les appels d'offres classiques. Grâce à la mairie de Paris qui a réinventé l'éthique en son jury mondialement reconnu, on peut passer les projets les plus fabuleux et les plus disruptifs, sans être mis en concurrence, véritable concurrence, sans anonymat et avec une belle rémunération pour les gagnants. La vie, c'est ça. Rémunérer les participants, ça n'existe que dans les concours et le code des marchés publics. Une nouvelle start-up, si elle ne fonctionne pas, elle ne gagne pas d'argent. Ainsi va la vie, et ainsi va Réinventer pourri. Bravo! Merci à tous, il ne me reste plus que les remerciements à faire très rapidement. Donc déjà, merci à tous d'être venus pour assister à ça. Et je voudrais remercier surtout tous les participants du concours, ceux qui n'ont pas gagné, évidemment, mais qui sont exposés tous derrière. Il n'y a pas eu de censure du coup, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de soirée, pas d'amusement. Et le tout sera bientôt sur internet, sur le site internet, donc on aura un peu de temps pour dégager là. Je voulais remercier évidemment tous les intervenants de la table ronde, parce que c'est vraiment très sympa et c'était pas facile de me suivre là-dedans, parce qu'on est un peu loin au début. Avec tous les applaudissements. Je voudrais remercier évidemment la colonie pour nous avoir accueillis ce soir, le régisseur, Lucie et Camille. Je voudrais remercier les journalistes en général qui ont parlé de nous, et plus particulièrement Bati Actu et Bati Actu et l'abeille et l'architecte qui nous ont lancés dans le grand bain. Je voulais remercier Carotte et Architecture, l'abeille et l'architecte et du degré qui sont évidemment des inspirations. Je voudrais aussi remercier plus particulièrement, là c'est plus personnel, les associés de la Compra, qui sont en même temps mes meilleurs potes et les meilleurs architectes que je connaisse, avec qui on va vivre plein de trucs géniaux, et notamment les agences. Je voulais remercier ma famille, Mathilde pour l'ensemble de son œuvre, ma mère pour les fautes d'orthographe et ma petite sœur pour les écrits. Merci à tous.